Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Flashback est à Lausanne pour la première édition des rencontres 7e art où nous avons rencontré Michel Hazanavicius, le réalisateur oscarisé de The Artist et OSS 117. Michel Hazanavicius, bonjour, merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Alors vous êtes honoré lors de ce festival 7e art Lausanne avec la projection de plusieurs de vos films. Quand vous les revoyez vos films, quel regard avez-vous ? Est-ce que vous arrivez des années après à avoir du recul ? Je vais vous décevoir, je les revois pas en fait. Donc je fais partie de ces réalisateurs qui ne revoient pas leur travail. J'ai revu un bout parce que j'ai des enfants et la babysitter une fois leur a montré OSS 117. Donc j'ai revu un bout, j'ai trouvé ça assez drôle, mais je dois dire que je ne les revois pas. Voilà. Ouais. Eh bien, figurez-vous qu'on les revoit pour vous, puisque j'ai revu il n'y a pas très longtemps OSS 117, Rio ne répond plus. Et ce qui m'a frappé en le revoyant, c'est la précision de votre mise en scène, parce qu'on dit souvent, parfois peut-être à tort, que vous faites des films à la manière d'eux, mais je trouve qu'il y a, en le revoyant, toujours un léger décalage. Un léger décalage part en grande partie grâce à Jean Dujardin, mais on pourrait être tout à fait bien dans un film glamour, très sérieux, très esthétique, très travaillé, et pourtant, il y a ce subtil décalage que vous arrivez à instaurer dans les deux films. J'imagine que ça, c'était quelque chose que vous souhaitiez aborder. Oui, en fait, c'est quelque chose qui me vient, en gros, de La Classe américaine. C'est-à-dire que La Classe américaine était un film entièrement de montage, où on avait, avec Dominique Mézeret, on avait remonté des extraits de plein de films du catalogue de la Warner. On avait complètement changé les doublages pour leur faire dire les pire stupidité possible aux plus grands acteurs américains. Et en fait, quand j'ai attaqué le premier OSS, l'idée était vraiment, c'était le mot d'ordre pour tous les chefs de poste, c'était je veux que si on coupe le son, le film, il faut que les gens croient si le film passe à la télé et qu'il n'y a pas le son, il faut que les gens croient que ce soit un vieux film. Donc je voulais créer ce cadre-là qui soit très, très élégant, très chic, très smart, de manière à ce que avoir un cadre comme ça assez rigide pour que les sorties de cadre soient vraiment identifiées comme des sorties de cadre, justement. C'est ce qui créé un petit peu la balance. Et puis il y a aussi quelque chose qui me vient de quand je travaillais avec les nuls, c'est-à-dire que il y avait chez eux une très très grande élégance pour dire les pires horreurs, et je trouvais qu'il y avait là une espèce d'équilibre qui se passait très très bien. C'est-à-dire je pense que le meilleur moyen pour dire des horreurs, enfin des choses énormes en humour, c'est soit vous êtes carrément Belushi, c'est-à-dire vous y allez complètement, c'est vraiment dans l'outrance totale, soit c'est tout le contraire, c'est-à-dire vous allez dans une espèce de grande élégance, un peu voilà, presque anglaise, quoi, comme ça. Ouais. Ensuite, il y a eu bien sûr The Artist. Peut-être que le succès phénoménal du film, les prix que vous avez eus, ont peut-être fait oublier quelle était l'intention initiale. The Artist, c'était ni un pastiche ni une parodie. C'était autre chose. C'était là aussi un subtil décalage entre les classiques que vous aimez beaucoup et quand même une relecture un peu contemporaine même, du cinéma. Là aussi, vous dites que vous ne les revoyez pas vos films, mais malgré tout, est-ce que vous pensez que The Artist a tenu l'ambition initiale que vous aviez quand vous avez commencé le film ? Oui, enfin, je serais un peu snob de dire que je suis pas content du film, ou que... Non, le film, vraiment... Enfin, non, j'ai l'impression d'avoir réussi ce que je voulais faire. Je dis pas que le film est un chef-d'œuvre, mais en tous les cas, j'ai réussi ce que je voulais faire. Moi, le mot moi, je parle plutôt de détournement, c'est-à-dire que les OSS, comme The Artist, sont plutôt des détournements. Le truc, c'est que OSS sont des films vraiment comiques, et The Artist est pas un film comique, parce qu'en travaillant sur la matière du cinéma muet, je me suis rendu compte que finalement,
le genre auquel se prêtait le plus le muet, pour moi, était le mélodrame. Bien plus que... Alors, on a tous en tête, comme ça, quand on pense cinéma muet, on pense à Charlie Chaplin, on pense à Buster Keaton, mais enfin, en vrai, on pense aux clowns qui font du slapstick, c'est une chose. Mais en fait, le cinéma muet est beaucoup plus riche que ça. Et même les films de Chaplin sont quand même tous des mélodrames, et les longs métrages de Buster Keaton sont aussi des drames. Et en fait, ça se prête énormément à ça. Donc j'ai voulu plutôt m'inscrire là-dedans, avec autre chose qui est aussi une réflexion un petit peu plus large sur... parce que moi, je viens vraiment de la comédie. J'ai commencé vraiment à faire beaucoup de comédie, soit comme scénariste et ensuite comme réalisateur. Et il y a un truc sur l'ironie, si vous voulez, où à un moment donné, je me suis posé la question, je me pose toujours cette question de l'ironie, c'est-à-dire une manière de tout un peu annuler et d'annuler un peu le premier degré comme ça dans la vie. J'ai eu l'impression à un moment donné, que l'ironie est devenue une espèce de discours dominant, normatif, et que là, ça me pose un problème. C'est-à-dire que l'ironie comme un discours de contre-pouvoir, je trouve ça intéressant, mais l'ironie comme discours dominant, oui, ça me pose un petit peu un problème. Donc The Artist et The Search, le film d'après, était un peu en réaction, je crois, à ça. Eh bien, parlons-en justement de The Search, qui semble toujours un peu un film qu'on évite un peu en interview, ce que je trouve une totale injustice. Et avec le recul, moi je me souviens très bien, je l'ai vu à Cannes en projection de presse, et l'accueil était, on va dire, mitigé. Et pourtant, c'est un film qui a beaucoup de qualité et qui est un vrai changement de registre pour vous. Là aussi, avec le recul, moi j'espère que c'est un film qui sera redécouvert progressivement. Et est-ce que vous pensez que là, on vous a pas pardonné un changement de registre, ou alors évidemment, bon, avec peut-être aussi des considérations un peu politiques aussi, hein, vu le sujet du film, mais là aussi, quel regard portez-vous sur cette entreprise qui était assez hors norme, hein, quand même, hein, ce que vous avez entrepris sur ce film? Alors, d'un point de vue humain, moi, je suis absolument très fier d'avoir fait ce film-là. Vous avez raison, il y a toujours une gêne c'est-à-dire que, en fait, les gens, beaucoup... Il y a beaucoup de gens ont un rapport très très affectif au SS 117, et c'est vrai que là on est complètement sur un autre registre, et ils savent pas trop comment aborder le truc. Ça a été assez violent pour moi. Je pense que comme dans tout ce genre d'entreprise, d'abord je pense que le succès, autant que les échecs c'est pas que c'est des malentendus, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Si vous voulez, moi, le succès des artistes, je l'assimile un peu à un accident. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, et voilà. Et pour The Search, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je crois pas que le film méritait autant enfin, là, il est vraiment marqué du sceau du navet pour de longues années. Je ne crois pas qu'il le mérite, mais moi, je juge pas mon travail. Donc voilà. En même temps, je peux pas entièrement me reposer sur un discours qui accuserait les critiques uniquement et tout ça. Il y a forcément une remise en question. Il y a aussi peut-être de ma part une manière aussi de chercher mes limites. C'est-à-dire que je fais ça, après je vais faire un film, après je vais faire un film sur la Tchétchénie. Donc c'est vrai que j'ai un côté un peu comme les gamins, quoi. Je cherche un peu j'aime bien aller découvrir des choses. Bon, peut-être que... le fait est que je me suis planté. C'est-à-dire, il y a de toute façon, le film n'a pas été vu, ou il n'a pas été apprécié comme je pensais qu'il le serait. Ça a été assez violent, je vous dis, sur le moment. Ça a été très violent, surtout que je venais de très haut et je me retrouvais très bas. Maintenant, écoutez, j'ai appris à vivre avec, et puis je me suis relevé. Et en fait, c'est ça qui compte. En fait, tomber, ça arrive à tout le monde, mais ce qu'il faut, c'est se relever, quoi. Et donc voilà, moi encore une fois, je suis très heureux de l'avoir fait. Un peu moins heureux de la réception du film, mais les Tchétchènes aiment beaucoup ce film. Ils sont pas beaucoup, mais ils aiment beaucoup de films. Mais c'est vrai que je suis plutôt, au moins j'ai ça pour moi, malgré tout. The Search était inspiré des Anges marqués de Fred Zinman. Vous avez récemment consacré un film à Jean-Luc Godard. The Artist était inspiré tout de même du cinéma muet, un décalcage des films d'espionnage des années 50 de OSS 117. Vos films se réfèrent toujours au passé. Michel Hazanavicius, est-ce que le passé, c'est déterminant pour la création de vos œuvres? Et autre question, est-ce que le futur du cinéma vous intéresse? Le passé m'intéresse comme miroir du présent. C'est-à-dire que je ne crois pas avoir fait des films historiques, et je crois pas avoir fait... J'ai l'impression que c'est des films... Je les ai toujours pensés comme des films populaires,
Quand je dis populaire, j'entends par là des films absolument accessibles pour tout le monde. Enfin, je veux dire qu'ils ne sont pas du tout des films élitistes. Je ne fais pas du tout des films pour la critique, etc. Et j'ai vraiment... Enfin, The Artist, qui est peut-être le film le plus pointu, je dirais, ou le moins évident, a priori, comme ça, sur le papier, et finalement le film qui a le plus marché. Mais même celui-ci, qui est muet, noir et blanc, je l'ai toujours pensé pour que tout le monde puisse le voir et que tout le monde puisse avoir du plaisir à voir ce film-là. Et même le dernier, qui est un film dont le personnage principal est Jean-Luc Godard, qui est quand même un concept assez élitiste, Jean-Luc Godard. Le film n'est pas du tout godardien, c'est un film très simple à regarder. J'aime bien l'idée du miroir, c'est-à-dire que dans OSS, par exemple, il est impossible de montrer un personnage aussi raciste, misogyne, antisémite, enfin tout ce que vous voulez, enfin gentiment antisémite, gentiment misogyne, etc. Mais il est impossible de montrer un personnage comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire, enfin, qui se passerait, qui dans l'environnement d'aujourd'hui, parce que dans l'environnement aujourd'hui, c'est quelqu'un qui serait conscient de de la perversité de tout ce qu'il raconte. En le mettant comme ça dans les années 50 ou 60, vous donnez à ce discours une espèce d'insouciance qui fait que vous ne l'attribuez pas à la personne qui le dit, mais au discours ambiant de l'époque. Donc en fait, vous êtes capable ça vous donne de la distance. Voilà. Après, les références au cinéma, c'est vrai que moi, enfin, je voudrais pas que ça sonne prétentieux, mais le langage du cinéma m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que pour moi, ce qui m'a poussé à faire The Artist, c'était vraiment le format, aller travailler cette matière de cinéma muet, c'est ça qui m'intéressait beaucoup plus que l'histoire en fait. Et d'ailleurs, souvent je me dis, en fait, c'est pas tellement l'histoire, moi, c'est pas les histoires qui me passionnent. J'essaye de faire des bonnes histoires, mais c'est plus la manière de raconter que l'histoire elle-même qui me passionne. Il y a quelque chose dans la manière de raconter qui m'attire, et voilà. Donc c'est vrai que d'aller emprunter comme des cinématographies, aller mettre jouer avec les motifs Hitchcockiens ou James Bondiens pour les OSS. Jouer avec le cinéma muet ou jouer avec la nouvelle vague, c'est vrai qu'il y a un côté très ludique qui me plaît beaucoup. Ça rajoute une espèce de couche comme ça au film qu'on regarde. Et ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais. Et pour répondre à votre autre question, oui, je suis très intéressé par le futur du cinéma, pas tellement sur les thèmes, les trucs, les machins, mais sur la manière de faire du cinéma, sur les modes de financement, sur les modes de diffusion, sur évidemment que les plateformes, les séries, les nouvelles technologies, tout ça bouge la place du cinéma. Il est évident que la place du cinéma aujourd'hui dans le paysage n'est pas du tout la même que celle de quand moi j'avais 10 ans, où le cinéma était quelque chose d'important, beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Ouais. À Lausanne, on célèbre le patrimoine aussi, le patrimoine cinématographique, qui est célébré, il faut dire, en ce moment un peu partout, en salle, en DVD, en VOD, dans les cinémathèques, dans les festivals. Comment aujourd'hui se porte la cinéphilie selon vous? Est-ce qu'elle est réservée, comme certains le disent maintenant, à une portion congrue, quelques personnes qui sont encore vraiment accrochées au cinéma? Je me souviens que vous aviez dit une phrase un peu provocatrice au moment du Redoutable, que finalement, Jean-Luc Godard, la cinéphilie, ça n'intéressait plus qu'un nombre limité de personnes. Est-ce que vous le pensez toujours? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas un peu inquiétant pour la cinéphilie si elle n'est plus réservée qu'à un carteron de fidèles? Non, je l'ai dit effectivement par rapport à Godard, je le pense effectivement, mais je ne réduirais pas la cinéphilie à Godard. C'est-à-dire, la cinéphilie, c'est aussi une addition comme ça parfois de petites niches, mais aussi, et je pense que Godard aujourd'hui, effectivement, je parlerai de niche, quoi. C'est-à-dire, mais je crois que lui-même, pour son prochain film, de ce que j'ai cru comprendre, il a pas tellement envie de les distribuer en salle. Il aimerait plus être montré dans des musées. C'est-à-dire, mais c'est aussi, enfin, je veux dire, c'est une réalité. Enfin, on peut toujours se mettre des œillères et tout ça, mais il y a quand même une réalité. D'abord, je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que la série a bougé le cinéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui a envie de narration un petit peu différente, qui a envie de choses très originales, les gens vont aller, je pense, plus naturellement vers des séries, ce qui est assimilé à du gratuit, pratiquement. Alors que quand on paye entre 10 et 15 euros une place de cinéma, qu'on y va à plusieurs, qu'on prend des pop-corn, des trucs, des machins, etc. Donc c'est quand même une vraie sortie d'aller au cinéma. Je crois que les gens, effectivement, veulent pas tellement prendre le risque d'être surpris, mais ils veulent voir quelque chose dont ils savent à peu près de quoi ils retournent. J'ai l'impression qu'il y a une tendance comme ça.
La cinéphilie, en revanche, je pense, se porte plutôt bien. C'est-à-dire que c'est l'addition de choses très pointues comme ça, de films qu'on a peut-être un peu plus de mal à faire aujourd'hui, qu'on a peut-être plus de mal à produire ou plus de mal à voir. Il y a sans doute des Monty Hellman aujourd'hui, mais faut aller les chercher. Faut quand même, pour les voir, faut être actif, quoi. Faut être proactif. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi les grands films populaires du passé, voir aujourd'hui To Be or Not To Be, par exemple, de Lubitsch. Je pense que vous prenez assez peu de risques de vous ennuyer, ou de voir les premiers Sergio Leone, ou de voir là par exemple je vais montrer The Deer Hunter, et c'est un film fabuleux, c'est-à-dire que c'est un chef-d'œuvre. Vous avez plus de chances aussi de voir des chefs-d'œuvre quand vous allez plonger dans le patrimoine que quand vous allez plonger dans les films en première exclusivité au cinéma. C'est pas le même. Je dirais que c'est pas le même. C'est pas le même type de restaurant, quoi. Voilà, vous n'allez pas dans le même. C'est pas la même manière de regarder des films. Vous n'allez pas chercher la même chose, etc. Après, je crois que la cinéphilie crée de la cinéphilie et voilà. D'ailleurs, je fais partie d'une plateforme qui s'appelle la Cinétech, et qui promeut aussi les classiques, et qui est fait, à mon avis, de manière assez intelligente. C'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux le dire très simplement. Chaque réalisateur, là on doit être peut-être une trentaine, je crois, amène une liste d'une cinquantaine de films. Et donc voilà, donc chacun éditorialise comme ça des films qui ont été importants pour lui. Voilà, donc c'est vraiment une plateforme dans laquelle vous avez beaucoup de films de patrimoine. En fait, c'est des films avant 2000, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Mais est-ce que la cinéphilie, elle ne s'est pas aussi un peu décomplexée ces dernières années? Des cinéastes qu'il aurait été impensable d'honorer il y a encore 10-15 ans, des cinéastes de films de genre, par exemple quelqu'un comme Romero, ou même dans le très grand public comme Spielberg, sont des réalisateurs aujourd'hui que la cinéphilie considère. Est-ce que ça, c'est pas aussi une bonne nouvelle, que les choses se soient un peu décantées et qu'on soit plus peut-être dans une caricature dans laquelle on était auparavant? Oui, mais ça, je crois que c'est des générations de critiques, vous savez, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où les critiques influents, finalement, ils ont biberonné à Spielberg, ce qui n'était pas le cas de la génération d'avant. Donc à un moment donné, ils disent, mais attendez, là, il y a un rapport, on a affaire à un grand cinéaste, alors qu'avant, ils étaient dans un rapport, et je pense que la génération d'avant était encore sous un peu le diktat culturel de la nouvelle vague, qui empêchait un petit peu au cinéma dit de divertissement d'être considéré comme du cinéma d'auteur. Là, j'ai vu un documentaire, justement, je crois que c'est quelque chose produit par HBO, sur Spielberg, et c'est assez étonnant de voir à quel point les films, finalement, parlent de lui. C'est-à-dire à ce titre-là, c'est un auteur tout à fait classique, en fait. Et on ne penserait pas comme ça au premier abord quand on voit les films de Spielberg, mais E.T. parle de lui, Rencontre du troisième type parle de lui, donc voilà. Vous parlez de Spielberg, moi je pense que c'est le plus grand filmeur voilà, c'est étonnamment c'est très étonnant, cette maestria, cette virtuosité de Spielberg, avec c'est quelqu'un qui a commencé à 18 ans, et qui a fait un nombre de films. C'est un cinéaste classique, c'est l'équivalent de Ford, je dirais, aujourd'hui, pour faire simple, disons, pour simplifier. Et oui, je crois que c'est des histoires de génération. Et après, je me dis ça moi aussi, peut-être des fois pour me réconforter. Je me dis bon, j'attends la prochaine génération de critiques, ils m'aimeront bien, et voilà. Mais non, mais je pense que ça joue. Ouais. Je pense qu'il y a des cycles comme ça. Toute dernière question, on va pas revenir dessus. Vous avez déclaré à plusieurs reprises que vous ne serez pas de la partie pour le prochain OSS 117. Oui. Est-ce qu'on peut vous demander quel sera votre prochain film? Eh bien, je travaille sur un film qui m'a été envoyé. C'est un scénario que m'a envoyé Philippe Rousselet et Jonathan Blumenthal, d'ailleurs, deux producteurs. Et a priori, ce devrait être avec Omar Sy. Voilà, c'est une comédie. C'est vraiment un film, comment dire. Ouais, c'est une comédie fantastique. En fait, c'est un film que j'adore. Je suis hyper content de faire ce film. Je trouve à la fois très drôle, à la fois hyper original, très touchant, et assez étonnant. Donc je suis
je suis très 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 excité à l'idée de faire ce film, ouais, très content. Et vous êtes au courant de la pétition lancée sur Internet pas d'OSS 117 sans Michel Hazanavicius? Écoutez, pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé ça plutôt touchant, je vais vous dire. Non, ça m'a fait plaisir, mais ça a fait, disons, en fait, ça a fait plaisir à mon ego. Après, j'imagine, je suis, comment dire, conscient que c'est tout à fait dérisoire, mais non, mais j'ai trouvé ça très sympathique, très sympathique. Après, écoutez, je souhaite qu'il y ait un bon réalisateur qui fasse un film à lui. Voilà, ça j'aimerais bien. Voilà, mais je leur souhaite que le film soit réussi. Je souhaite à Jean que le film soit réussi, bien sûr. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.